Cette semaine, dans votre émission Ça va chez vous, direction l'est du département, découvrir les Aulnois. La ville d'Anould est située à proximité de Saint-Dié-des-Vosges et compte près de 3400 habitants. Rencontre avec Sandrine Bonafé, maraîchère, qui vend ses produits par le biais du NAMAP. En fin d'émission, Christophe Petit-Demanche, ferronnier, nous partagera sa passion. Mais tout de suite, rencontre avec vous, Jacques Estin. Vous êtes le maire de la commune depuis 1997. Merci de nous accueillir à Anould. Alors, depuis 1997, ça fait plusieurs mandats, mais toujours cette même envie, cette même passion pour la commune. Oui, maire depuis 1997 en Anould. C'est vrai que toujours cette même passion dans mes fonctions, parce que Anould est une petite commune où je dirais il fait bon vivre et où il y a aussi de beaux projets à mener. On peut dire que ça va chez vous à Anould alors? Écoutez, ça va chez nous à Anould. Alors vous avez tout ce qu'il faut, vous le disiez, hein, vous avez au niveau commerce, au niveau santé, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. L'école est également présente sur la commune. Oui, écoutez, on a les services, je dirais, d'une petite ville avec 2 médecins, une grande pharmacie, nous avons sage-femme, nous avons des kinés, nous avons toutes les professions, je dirais, paramédicales. Nous avons aussi des services à la personne, tels l'ADMR. Qui sont précieux pour la vie de la cité et pour ses habitants. D'autres personnes qui ont été précieuses pendant notamment la crise sanitaire, c'est la protection civile dont vous souhaitez nous parler aujourd'hui. C'est vrai que la protection aux populations est une chose importante pour la municipalité. C'est vrai que nous soutenons fortement nos sapeurs-pompiers. Et puis ici, nous sommes devant cette ancienne cure où il y a le siège de 2 associations. La protection civile, elle, c'est une antenne qui est départementale. Et c'est vrai qu'elle nous a été aussi très précieuse pendant la crise du Covid. Puisque elles sont allées voir les personnes les plus âgées, tout d'abord en leur amenant des chocolats, ce qui leur permettait d'avoir un contact pendant la période de Pâques, et aussi pour amener les masques. C'est la deuxième association que nous avons là, qui est un petit peu moins connue, je dirais, c'est la DRASEC, l'association départementale des radioamateurs de la sécurité civile, elle qui a assuré nos transmissions, mais aussi qui a assuré la gestion de l'application Aeropolis, une application gratuite, 250 personnes de la commune qui se sont branchées sur cette application. L'idée était de pouvoir recueillir des éléments et c'était aussi un moyen pour la municipalité de pouvoir rester en contact avec ses habitants. Alors d'autres projets sont en cours dans la commune, la fibre optique, mais il y en a d'autres. Voilà, bien écoutez, dans les projets, c'est vrai qu'il y a une attente de la fibre optique. C'est vrai qu'en traversant la commune, vous avez pu voir le déploiement de la fibre optique. Mais c'est vrai qu'aussi, il y aura un projet dont on parle depuis longtemps, c'est la requalification de la zone de la papeterie du Souche, une zone d'un peu plus de 23 hectares. C'est un projet dont la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges est porteur en relation avec le PFL. Il y a eu la création d'un giratoire qui permet l'accès au terrain, à la zone qu'on appelle foncière, sur lequel vous pourrez voir qu'il y a déjà des ambulances, santé et services, mais d'autres projets vont arriver. Et puis il y a la restructuration dans les bâtiments aussi qui va se faire. Donc, tout ça est en bonne voie. Est en bonne voie. Merci Jacques Estin pour votre accueil. Nous partons à la rencontre de notre deuxième invitée, Sandrine Bonafé. L'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne de Candide a été créée il y a plus de 10 ans pour aider Sandrine Bonafé à se faire connaître et à distribuer sa production de légumes biologiques. Chaque semaine, les consommateurs viennent récupérer leur panier et ont un lien direct avec le producteur. Sandrine Bonafé, merci de nous accueillir ici dans vos jardins où vous cultivez donc vos produits bio et de saison, bien évidemment. Oui. Alors le bio, ça a été une évidence pour vous? Oui, j'ai toujours été en bio, oui, depuis le début. Déjà adolescente, je pensais que le bio, je pense, c'est la seule solution d'avenir pour l'agriculture. Vous avez fait le choix il y a plus de 10 ans maintenant de vendre vos produits par le biais de paniers et l'intermédiaire de l'AMAP. Alors pourquoi ce choix? C'était une demande des personnes, essentiellement. Donc la MAP, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. C'est vrai que ça donne une possibilité de prévoir sa production à l'avance et de savoir aussi à peu près sur quoi tabler. Alors très clairement, comment ça fonctionne une AMAP? Alors une AMAP, c'est les gens qui adhèrent à l'association.
Donc c'est par année civile, et dans l'année civile, vous avez 2 saisons, une saison d'hiver ou une saison d'été. Les gens peuvent adhérer pour les 2 saisons ou pour une seule saison à leur convenance. La saison d'été, c'est de juin à décembre, c'est la principale. Et là, c'est chaque semaine, ils viennent chercher leur panier à la ferme. Et alors, il y a différents types de paniers. Au début, je faisais que 2 tailles de panier, le petit, le grand, et là, j'ai fait un intermédiaire. Pour convenir, on s'était renseigné un peu, et c'est vrai qu'en France, apparemment, la majeure partie des paniers, c'est plus une valeur de 15 €. Donc moi, j'ai une valeur soit de 10 €, soit de 15, soit de 20. Alors, en fonction de la quantité, du nombre de personnes qui mangent. Sont dans la famille. Alors, c'est une organisation rondement menée, j'imagine. Le lundi, mardi matin, on récolte. Ensuite, on prépare les paniers. Comment ça se passe? Oui, lundi, je commence les récoltes. J'essaye aussi de faire le désherbage, les plantations ou tout ce qu'il y a à faire autre. Et le mardi matin, je finis les dernières récoltes, surtout pour le frais. Et puis l'après-midi, c'est la préparation des paniers. En ce moment, on est sur une vingtaine de paniers. Et alors, en ce moment, dans les paniers, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Alors, dans les paniers, en ce moment, on a des côtes de bêtes ou des bêtes épinards. Vous avez des betteraves ou des carottes, des pommes de terre régulièrement, des tomates cerises, des concombres, des courgettes. Bon, bientôt, on va commencer avec les potirons, les potimarrons, les pâtissons. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez large, diversifié, et aussi peut-être de faire découvrir certains légumes qui seraient un peu oubliés ou pas forcément consommés habituellement. Au printemps, surtout, il y a les radis, et puis des fois, à l'automne, justement, on a les radis noirs, les radis roses, les radis blancs. Les gens connaissent la plupart des légumes, mais pas tous, ça c'est vrai que... Après, ils me demandent des conseils. C'est aussi l'intérêt peut-être de vendre en direct, d'apporter ce petit conseil en plus. Oui. Donc il y a un lien entre le producteur et le consommateur, et avec les bénévoles aussi peut-être, parce que certains bénévoles de l'AMAP viennent vous aider, c'est ça aussi le principe? Ils m'aident aussi des fois pour les démarches, certaines démarches à faire. Vous voyez, quand il y a des grands chantiers comme rebâcher les tunnels, où on avait déplacé celui-là au départ, il était entre les deux, donc on l'a déplacé là c'est pareil, tous les gens de l'AMAP sont venus. Ça sert à ça aussi en fait, il n'y a pas uniquement la vente, il y a aussi une certaine entraide. Et puis en même temps, ils comprennent aussi des fois que quand il n'y a pas certains légumes, il n'y a pas ces légumes-là et voilà. On s'adapte ils vont les acheter au magasin. On s'adapte aux conditions finalement. On s'adapte aux conditions et puis aux conditions climatiques et aux conditions aussi de la biodiversité. Alors vous avez combien d'hectares ça représente ici? J'ai 1,5 hectare à peu près de terres cultivables. Après, cette année, avec la chaleur et la sécheresse, vu que je n'ai pas d'arrosage à l'extérieur, il y a une partie des terres, tout ce qui est sur le haut du terrain, que je n'ai pas pu cultiver. Et alors, on sort d'une période un peu particulière avec le confinement. Est-ce que vous avez senti un engouement peut-être vers le retour aux produits locaux? Oui, à ce niveau-là, j'ai senti encore un plus grand soutien, même de gens que je connaissais des fois depuis longtemps, ou des gens que je ne connaissais pas et qui ont cherché à s'approvisionner au plus près. Est-ce que vous pensez que ça perdure? Est-ce que vous l'avez ressenti, vous, au niveau de la demande de panier? Je pense que ça perdure au niveau de certaines personnes et qu'après, d'autres personnes sont reparties à leur solution de facilité. Après, un panier de légumes, ça se prépare, on ne peut pas le laisser. De la viande, vous la mettez au congèle directement, ça ne pose pas de problème. Le panier de légumes, même si vous voulez mettre les produits au congèle, il faut un petit peu préparer, il faut nettoyer, il faut s'investir un petit peu. Voilà. Eh bien, merci Sandrine pour votre accueil. Nous partons à la rencontre de notre dernière invitée dans son atelier de ferronnerie. Issu d'un milieu professionnel qui l'a amené à côtoyer longuement le travail de métallerie, Christophe Petit-Demange a longtemps consacré ses loisirs à sa passion pour le travail du métal. Désirant passer à un travail plus professionnel, il crée en avril 2005 son atelier de ferronnerie à Anould. Christophe Petit-Demange, merci de nous accueillir ici dans votre atelier. Alors vous êtes un passionné, ça fait depuis 2005 que vous êtes à votre compte dans la ferronnerie, depuis 2010 dans cet atelier. Après un parcours finalement qui n'était pas forcément destiné à la ferronnerie. J'ai toujours joué dans le feu, j'ai toujours eu la passion du métal, la transformation du métal, je trouve ça magique. Donc en 2003, j'ai fait une reconversion professionnelle. Je suis monté à Strasbourg pendant 1 an, j'ai fait un congé forgessif, où j'ai rencontré un passionné qui m'a retransmis sa passion et qui m'a tout appris en définitive. La ferronnerie, ça va au-delà du métier. C'est vraiment un métier de passion. Enfin, on ne parle plus de métier, on parle de passion seulement. Oui, surtout au jour d'aujourd'hui, parce que pour vivre de la ferronnerie, c'est très dur. Donc c'est une passion. Dans le monde du ferronnier, en définitive, il y a le ferronnier qui fera toute sa vie des volutes comme ça, qui va faire des balcons, qui va faire des rampes d'escalier, qui va faire des ornements pour les maisons. Il y a le ferronnier qui va commencer à faire des couteaux, qui va faire des choses comme ça. Et puis, il y a les autres ferronniers qui font un peu de tout, et qui font des sculptures. Et on a vite fait de bifurquer vers la sculpture, ce qui est mon cas d'ailleurs. De plus en plus, je me dirige
ouais, vers des sculptures. Oui. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît tant dans la ferronnerie? C'est la magie du feu, la transformation de la matière. Quelque chose qui est tout dur, tout rigide, une fois qu'on le chauffe, on fait ce qu'on veut avec. À partir du moment où on a la gestuelle, bien sûr, hein, c'est des apprentissages qui sont très longs. Ça fait plus de 5000 ans que l'homme y forge. C'est pas en lisant un bouquin ou en regardant une vidéo qu'on serait capable de sortir une volute à noyau. C'est des méthodes de travail. Et si on rate une étape, la pièce, elle est ratée. Et alors, quelles sont les étapes à ne pas manquer? Toutes sont importantes. Si on n'étire pas bien la matière, ça ne va pas être joli. Si on chauffe un peu trop à une place et puis qu'on commence à la cintrer sur un faux rouleau, il y a une partie qui va se cintrer plus vite que l'autre, il va y avoir un plat, il va y avoir des choses. Et ça, on ne peut pas nous l'apprendre, c'est par l'expérience que ça vient. Il faut absolument travailler. Et il faut travailler même après, quand on détient le petit savoir, il faut continuer parce que sinon on oublie. La gestuelle, on peut l'oublier. C'est pas comme le vélo. C'est un métier ancestral avec donc des techniques particulières et des outils particuliers aussi. Enclume, marteau. Les marteaux, non. On peut travailler avec n'importe quel marteau. Mais obligatoirement, ouais, il faut une enclume. Mais bon, au départ, quand il forgeait, tout au début, c'était avec des cailloux, c'était sur des morceaux de bois. Et alors, qu'est-ce que vous préférez faire? Qu'est-ce que vous faites le plus finalement? En ferronnerie, ce que je fais le plus, c'est de la rampe d'escalier. Donc, à destination de particuliers, de professionnels? Particulier. Que du particulier, je travaille quasiment que du particulier. En règle générale, ils ont leurs petits projets, souvent. Alors, j'essaye de comprendre ce qu'ils veulent. C'est pas toujours facile. Hein. Et après, moi, ce qui me plaît, c'est des pièces comme celle-là que je suis en train de réaliser, où il y a vraiment de la création. Je m'inspire du végétal. Hein. Alors, vous travaillez le métal à chaud? Là, il y a des parties à chaud et il y a des parties à froid. Tout ce qui est le métal à froid, c'est du formage à froid. Comme les fleurs là, que je fabrique, hein, je pars de tôle que je découpe. Et puis après, je les forme sur des étampes. Avec un marteau, je tape dessus et je leur donne des formes. Il y a 3 types de forges maintenant. Il y a la forge ancestrale, finalement, celle qu'on voit derrière vous. Oui. Expliquez-nous un petit peu les différentes. Il y a la forge à charbon, ce que les Gaulois utilisaient, ce qui a été utilisé depuis la nuit des temps. Il y a les forges à gaz, et puis il y a aussi le système à induction où c'est électromagnétique, où on chauffe le métal. Mais pour rester dans la tradition, on utilisait la forge classique, j'imagine. Voilà. Tous les puristes, tous les gens qui travaillent le métal, on a tous une forge. Hein. Les vrais ferronniers ont une forge. C'est un métier rare maintenant? Oui. C'est important de continuer à le conserver, à partager sa passion? Oui, parce qu'il y a encore quelques établissements en Lorraine, à Lunéville, où ils forment des CAP ferronniers d'art. Transmettre, c'est une chose, mais il faut que la personne qui est en face, elle prenne. Mais j'ai de mes anciens élèves avec qui je suis au téléphone qui me rappellent « Christophe, comment on fait ça ?» Alors là, je suis content parce que je leur explique, bien sûr. C'est finalement, la transmission se fait quand même. Voilà, la transmission se fait quand même avec certaines personnes, oui, bien sûr, oui. Bon, heureusement. Christophe, merci de nous avoir partagé votre passion. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.